bien, Champagne, soyez les bienvenus pour notre première histoire de l'école qui tout en cette soirée des aventures mystérieuses. L'histoire que nous parlerons aujourd'hui est une histoire sur un roi. C'est une histoire écrite par Ibrahim Ndiaye. L'histoire s'intitule Un souverain sans roi, de la rédaction de Stéphanie Daxten et Yann Durand. Il y a de cela très longtemps, régnait un roi très bon sur Saraba, un pays paradisiaque. Son royaume n'était certes pas grand, mais la terre y était si fertile et les sols si riches que tout le monde y vivait heureux. Le jeune roi épousa une fille du voisinage à la beauté ensorcelante. Elle lui donna un fils, beau et robuste, qui reçut le nom d'Amadou, et la petite famille nageait dans les bonheurs. Un jour pourtant, le roi partit à la chasse et fut victime de l'attaque d'un fauve. Il mourut de ses blessures. À peine était-il enterré que les spéculations commencèrent concernant sa succession. Amadou, le légitime héritier, était encore trop jeune pour monter sur le trône. Il fut rapidement évincé par un cruel dictateur et poussé à s'exiler loin du royaume dit Saraba. Quoiqu'il ne manquât de rien, Amadou n'en était pas heureux. Mais il se résigna à son sort avec le temps. Devenu un beau jeune homme respectable, il prit son épouse Fatima, une femme au cœur pur, qui donna naissance à de beaux enfants. La jeune famille vivait modestement mais heureusement, et un peu de bonheur vint visiter le cœur d'Amadou jusqu'à ce qu'une grande sécheresse s'abattit sur ces pays. Après plusieurs mois d'une famine extrême, Amadou eut pour sa famille de la peur. Ses enfants étaient si amaigris qu'on pouvait compter leurs côtes. Amadou se résigna alors de partir à l'aventure. Il espérait ainsi trouver de quoi nourrir sa famille. De plus, il était temps qu'il lutte pour récupérer son trône. D'une part, il lui insupportait de voir son pays mené à la dérive par un roi cupide. D'autre part, il n'était plus seul. Lui-même s'était résigné au fait d'avoir été trahi, mais ne trahissait-il pas à son tour ses descendants en ne luttant pas pour reprendre sa place? La veille de son départ, il fit conclure que sa bien-aimée veillerait sur la maison et les enfants, tandis que lui parcourait le monde à la recherche d'un meilleur avenir. Le lendemain, Amadou se leva au premier chant de coq. Le cœur serré, il s'en alla. Il marcha longtemps de par le monde dans sa quête. Il traversa beaucoup de pays étrangers et le temps passa. Mais la malchance le poursuivait. Plus il essayait avec peine de conserver ses grains-pains, et plus vite il lui filait entre les doigts. Il ne pouvait en aucun cas rentrer chez lui bredouille.
Fierté et honneur menés, c'est pas toujours un peu plus loin. Et les temps, et les temps, et les temps inéluctablement passaient. Un jour, il dit faire une halte. Il s'installa sous l'ombre généreuse d'un gros baobab et but quelques gorgées de sa gourde. Désemparé, il réfléchit à tout ce qui lui était arrivé dernièrement. Était-ce déjà la fin de tous ses rêves? Puis, fermant les yeux, il sombra dans un profond sommeil. À son réveil, le soleil finissait déjà sa course. Juste au moment où il s'apprêtait à reprendre sa marche solitaire, Amadou vit au loin un vieil homme qui se traînait le long de la route et il se porta tout de suite à son secours. Que se passe-t-il, ancien? Viens, je vais t'aider. Allons, allons, allons. Les grands arbres, là-bas nous pouvons nous asseoir et de cette manière, vous pourrez vous reposer. Tu as besoin de te reposer pour retrouver ton souffle. Il l'amena sous l'arbre et l'installa confortablement. Là, il lui donna à boire et sacrifia même ses dernières galettes de maïs séchés. L'éveilla reprit visiblement des forces et remercia Amadou. Jeune homme, tiens donc, tu m'as sauvé la vie. On m'a pillé en route sans rien me laisser, pas même mon restant d'eau. Mais que fais-tu donc tout seul ici, au milieu de nulle part? Ah, c'est une longue histoire. Tu sais, la vie est dure. Alors j'ai quitté mon foyer pour aller chercher fortune, mais me voilà plus pauvre que jamais. C'est sans espoir. Je ne reverrai plus jamais ma famille, et ceci me rend triste. Tu m'as aidé. Voilà donc un bon conseil qui t'accompagnera le long de tout ton voyage. Ne t'aventure jamais dans des situations que tu ne maîtrises pas. Suis mon conseil et tes rêves se réaliseront donc. Après avoir prononcé ces mots, le vieillard les bénit et s'éloigna sans rien ajouter. Perplexe, Amadou les regarda s'éloigner. Très déçu, il a conclu que le vieillard n'avait peut-être plus toute sa tête. Cependant, il ne put s'apitoyer sur son sort, car son attention fut attirée par un nuage de poussière s'approchant au loin. Quelques instants plus tard, il distingua une petite horde de chevaux menée par un chevalier solitaire qui fonçait droit sur lui. Lorsqu'il arriva à sa hauteur, Amadou vit un homme vêtu d'habits princiers et monté sur un majestueux étalon noir. En outre, les autres chevaux portaient des grandes sacoches pleines d'or et de bijoux. L'étranger lui parla. « Bonsoir, mon ami. »« Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Moriba. Je suis le fils cadet du roi de Saraba, qui vient de rejoindre nos ancêtres malheureusement. Mais ma douleur est relative, car mon père était dur et sans scrupules. Mon frère aîné, lui, a succédé au trône, et il est aussi impitoyable et sans cœur comme lui. À moi, il a légué les richesses que tu vois. Ne voulant pas vivre sous la coupe de mon frère, je suis parti avec tous mes biens vers d'autres contrées où je pourrais me bâtir une vie nouvelle. Amadou, toujours pas remis de la surprise, ne remarqua même pas le nom du pays qu'il venait d'énoncer. Ne laissant pas à Amadou le temps de reprendre ses esprits, Moriba lui fit une proposition inattendue.
Écoute, mon ami, je vais te faire une offre intéressante. Avec la fortune que je transporte, je suis une cible toute indiquée pour les brigands et les voleurs de la zone. Accompagne-moi donc dans mon périple pour me protéger en cas de danger. En échange, je m'engage à te céder la moitié de mes biens. Je n'ai encore trouvé personne que je puisse avoir entièrement confiance. Mais je lis l'honnêteté dans tes yeux. C'est pourquoi, dès que tu m'auras géré fidélité, la moitié de ces richesses seront tiennes. Amadou n'en crie pas ses oreilles. Était-ce enfin Lucie qu'il espérait tant? Ta proposition, mon riba. Je chevaucherai à tes côtés et je donne ma parole d'honneur de ne jamais te tromper. Alors, Ansel, je suis heureux de poursuivre ma route en ta compagnie. Monte cette belle jument, désormais elle t'appartient. Amadou monta Ansel, le cœur soudain plus léger, et découvrit pour la première fois la beauté du paysage des alentours. Il porta sur le monde un regard neuf et se détendit du jour en jour. Il ne cessait de se répéter. J'ai maintenant un nouvel ami. Et cela me fait fort plaisir. Les sentiments et les semaines suivantes, les deux amis connurent moules aventures. Puis arriva le moment où ils dirent traverser un long fleuve. Ils dirent longtemps chercher un endroit peu profond où ils pourraient passer à gué. Amadou, va dans l'eau pour en tester la profondeur. Je n'ai pas envie de voir tout notre or partir à la dérive. Oui, mon ami, j'y vais. Amadou, qui ne savait pas nager, voulut toutefois prouver sa reconnaissance à Moriba et s'apprêtait à plonger dans le fleuve, quand les paroles du vieillard lui revinrent en l'esprit. Ne t'aventure jamais dans des situations que tu ne maîtrises pas. Après une courte hésitation, il avoua à Moriba de ne pas savoir nager. Ah 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 ah! Je voulais quelqu'un qui me protège, et je n'ai trouvé qu'un poltron. Mais pourquoi la vie est-elle aussi injuste? J'ai de l'or en abondance, mais il me faut toujours que je fasse tout par moi-même. Tout en se moquant, Moriba se débarrassa de ses somptueux habits et plongea dans les fleuves. L'eau était peu profonde et il avait pied sur toute la largeur du cours d'eau. Aux abords de l'autre rive, Moriba était en train d'enjoindre à Amadou de traverser avec les bêtes, quand soudain, un crocodile surgit et l'entraînant vers le fond. La terreur cloua Amadou sur place. Il mit du temps à se reprendre et se demanda ce qu'il devait advenir des biens considérables de son ami disparu. Il devait les rapporter à qui des droits. C'est en y réfléchissant que tout d'un coup la lumière se fit dans son esprit. Moriba avait évoqué le royaume de Saraba. Il était donc le fils de celui qui avait régné sur Saraba à sa place. Il lui fut subitement clair que la fortune de Moriba devait revenir aux citoyens de Saraba, qui avaient été spoliés par les rois tyranniques. Vite, il rassembla les bêtes et il s'est mis sans tarder au galop en direction de son pays natal. Il chevaucha toute la journée et décida de faire une halte dans un endroit sûr pour la nuit. Il arriva ainsi à Malukunda et fit récit par Simori, son roi, qui avait été lié par l'amitié avec son père. Le jeune homme lui raconta alors toutes ses péripéties. Je suis sur le chemin de Saraba, la terre de mes ancêtres. Je veux rendre au peuple ce qui lui a été volé. Samori s'est pris d'affection pour son hôte et offrit à Amadou l'hospitalité dans son palais, en lui promettant de mettre tous ses trésors sous bonne garde et de faire soigner les chevaux.
Quelques semaines plus tard, lorsqu'Amadou se fit remis de son long voyage, il lui offrit une armée en renfort, ainsi qu'un grand troupeau de bétail. Puis, au moment des adieux, il lui donna sa bénédiction. Amadou reprit donc son expédition avec sa nouvelle armée et son troupeau. Ils marchèrent droit sur la capitale de Saraba. La nouvelle du retour d'Amadou se répandit comme une traînée de poudre jusqu'aux oreilles du frère de Moriba. Celui-ci prit peur et s'enfuit en hâte du palais, puis du pays, par crainte des représailles. À son arrivée avec sa suite et ses richesses, Amadou fut accueilli triomphalement. Il fut intronisé roi de Saraba dès le lendemain. Il parla ainsi à la foule. « Peuple de Saraba, avant tout, je vais te rendre ce qui t'a été volé. Prends cet or et ces pierres précieuses et fais-en bon usage pour le bien de tous. Cette histoire, votre périple et votre misère finit ici. » Et le peuple, de cette manière, répondait au nouveau roi de leur royaume. Ceci était notre première histoire. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite, c'est-à-dire avec notre seconde histoire. Il faisait très chaud ces jours-là, mais la brise légère, tel un éventail, caressait les contrées de notre terre africaine. Dans la savane boisée, le soleil s'était levé et colorait les magnifiques paysages des alentours du royaume de Babakati. À Babakati, régnait un roi du nom de Katonga Biso na Biso, ce qui signifiait qui aime à faire travailler les autres. Le roi avait la réputation d'être impitoyable à l'égard de son peuple. Il ne manquait aucune occasion de l'éprouver. Une fois intronisé, il s'arma d'une cavalerie dont la puissance était redoutée au-delà même des frontières royales. Katonga avait pour seule passion les chevaux. Il n'avait pas Dieu, il n'avait Dieu que pour eux. Il aimait contempler ces créatures au galop fascinant et surtout il aimait les collectionner. Il était prêt à aller jusqu'au bout du monde pour y chercher des joyaux rares. Un jour, il entendit parler d'une écurie située dans le royaume de Djambour. Chaque année, Baefo, son roi, voyait naître des animaux d'une beauté incomparable. Cette année-là, deux poulains à la robe particulièrement noble y virent les jours. L'un était noir comme les poivres, cassis, et l'autre blanc comme le sel calo.
Les deux avaient grandi ensemble et étaient même devenus des inséparables. Depuis qu'il avait appris l'existence de ces deux purs sangs, Katonga ne dormait plus. Il voulait s'offrir Kassi et Kalo. Un jour, il appela ses gardes. « Chez mon cheval, il faut que je parle à Fayefol. Au plus vite, il me faut absolument ces deux perles rares. Fayefol doit me les donner. Dépêchez-vous. »« Oui, Majesté, tout de suite, Votre Majesté, » répondirent les gardes. Mais Bayefol avait du mal à se séparer de ces deux magnifiques chevaux. Néanmoins, après maintes discussions, il vendit à Katonga, non sans regret et au prix fort, Kalo, le cheval blanc. Et une fois le cheval blanc acquis, Katonga continua de convoiter Kassi, le cheval noir. Mais Bayefol fit intraitable, ce qui n'est plus guère à Katonga. Blessé dans son orgueil, Katonga déclara la guerre à Baye. L'attaque de Katonga avait visiblement été minutieusement préparée. Kalo, son cheval de bataille préféré, avait été soigneusement harnaché et lui-même, les gloires et guerriers, était entouré de soldats armés jusqu'aux dents. Fayefol, quant à lui, juché sur Kassi, son cheval fétiche, galopa en direction des assaillants. Bientôt, les deux camps se firent place. Les combats allaient se dérouler sur une plaine recouverte d'herbes poussant en touffes irrégulières. L'air s'était comme figé, et soudain, la bataille éclatant sans crier gare. C'est fit une bataille sans merci. Katonga, monté sur Kalo et entouré de sa chevalerie, galopa droit sur les camps adverses menés par Fayefol qui chevauchait Kassi. Les armes à feu de deux armées tonnaient de tous parts, tandis que d'innombrables flèches empoisonnées et bardées de gris-gris volaient dans les airs. Les tout dans les hennissements et des cris assourdissants. La lutte menaçait de s'éterniser en dépit des innombrables morts de part et d'autre. Après plusieurs jours de combat, le roi Katonga, chevauchant toujours Kalo, apostropha son ennemi en selle sur Kassi. « Bayefol, Bayefol, Bayefol! Si tu ne me laisses pas ton cheval, alors je te prendrai la vie. Comment oses-tu me défier, moi, roi d'Ibabakati? » En ce moment-là, Kassi et Kalo se retrouvèrent face à face. Leurs regards étaient pleins de dédain comme s'ils se détestaient depuis toujours. Ils n'avaient plus de souvenir d'être nés dans la même stalle et d'avoir grandi ensemble. Ils étaient aveuglés par l'esprit borné de leur maître et ne pensaient plus par eux-mêmes. Ils commencèrent à se renifler l'un l'autre. Puis leurs narines se dilatèrent et écumèrent de haine. Ils tournèrent en rond, se bousculant quand soudain ils se mirent à se battre comme des ennemis jurés. Leurs sabots fondaient l'un en tous sens. Aucun des deux rois ne put garder l'équilibre et ils firent projeter par leurs montures sur le sol, boués du champ de bataille. Mais Kalo et Kassi continuaient à se battre. Ils saignaient de partout. Cependant, aucun de deux ne voulait céder. Ils observèrent une interruption qui ne fit que de courte durée. Et lorsque le combat entre les deux reprit, se fit de plus belle. Si seulement ils pouvaient se souvenir d'avoir passé leur enfance dans une même écurie et d'avoir eu l'habitude de s'évader ensemble dans la nature. Cependant, rien ne pouvait les arrêter. Ils se remirent à se battre, aveuglés par la rage et la haine.
jusqu'à tomber tous à terre de tous leurs poids comme des baobabs abattus à coups de hache. Et les voilà immobiles, couchés l'un à côté de l'autre, épuisés comme si leur vie jusqu'alors n'avait jamais été que combat et guerre. Au petit matin, alors qu'ils dormaient encore, vint à passer par là un oiseau, un petit tisserand. Il se posa sur un baobab pour voir de plus près ce qui, des airs, ne lui inspirait que désarroi. Les dégâts étaient nombreux. Les cadavres des chevaliers et de leurs chevaux joignaient la plaine au sol plein de sang. Des flèches et des poudres d'armes à feu. Les mouches étaient déjà au rendez-vous et les hyènes firent bientôt attirées par l'odeur fétide des corps déchiquetés. Quelques aigrettes accourirent, venaient avec des ibis pour dévorer les insectes et happer les mouches agglutinées sur les plaies béantes des chevaux. Pour s'enquérir des raisons de ces carnages, le tisserand réveilla les deux compères. « Hé, hé, les amis, il est temps de vous réveiller. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi la raison de tous ces carnages? » Nos maîtres se sont fait la guerre, dirent Cassie et Calon en même temps, et nous les avons suivis. Attendez là, en quoi la guerre des êtres humains vous connecte-t-elle? Leur guerre, qu'ils la fassent tout seuls. S'ils ne sont pas assez intelligents pour profiter de la vie, vous n'avez rien de mieux à faire que de vous battre. Ce que tu dis est vrai, répondit Calo. Mais nous ne sommes que des exécutants de nos maîtres. Notre parole n'a jamais compté. Quelle folie! Vous êtes tous pareils. Est-ce que vous sauteriez dans une mare infectée de crocodiles juste parce que votre maître vous l'ordonne? N'avez-vous pas de propre cerveau? N'avez-vous pas de la cervelle? Même s'ils sont vos maîtres, cela ne veut pas dire que vous devez suivre leurs ordres aveuglément. C'est une honte parce que, en plus, vous deux, vous êtes si beaux. Et puis, vous pourriez être amis. À ces mots, les deux chevaux se regardèrent, chacun avec la tête baisse, honteux de voir les blessures qu'ils ont infligées l'un à l'autre. Après s'être longtemps scrutés d'un regard plein de regrets, Cassie de rompre le silence. Ne t'appelles-tu pas Calo? Et toi, ne serais-tu pas Cassie? Finalement, ils s'étaient reconnus. Alors, ils frottèrent leurs têtes l'un contre l'autre. À les voir ainsi, on n'avait aucun mal à imaginer leur douleur. Ils ne s'étaient pas vus depuis fort longtemps. Le tisserand aussi était soulagé et dit ces paroles-ci. Ah, ça marche bien. Il n'a pas fallu grande chose à la fin. Peut-être devrais-je désormais m'employer à ouvrir les yeux des aveugles? Certaines créatures semblaient voir difficilement la vérité même lorsqu'ils regardent en face. Ce serait un beau métier, sûrement plus intéressant que vendre des verres au marché. Et vous connaissiez en plus. Vous êtes un grand connaisseur de la vie. C'est pas? Ouais, on dirait. Mais seulement parce que vous vous connaissiez déjà. De toute façon, je dois partir. Mon travail m'attend. Je vous souhaite longue vie. Après le départ du tisserand, Cassie reprit la parole. Calo, nous avons été si naïfs et aveugles. À y réfléchir, nous n'aurions jamais dû nous mêler à ce conflit. Il n'y a rien de pire que la guerre. Regarde dans quel état nous sommes maintenant. Cassie, partons de là. Désormais, on ne se quittera
plus jamais. C'est ainsi que Cassie et Calo partirent côte à côte, semblant être désormais unis pour le restant de leur vie. Et s'ils ne sont pas morts, c'est qu'ils vivent encore aujourd'hui.